merci d'avoir choisi i24 News et le Morning pour vous informer. Ce matin, on est ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. On démarre tout de suite avec les grands titres à la une des journaux ce matin au Moyen-Orient. Cyril, bonjour. L'enlèvement des 3 adolescents fait toujours les gros titres de la presse israélienne ce matin encore, et ce au lendemain d'un discours de l'une des 3 mères. C'était hier à la tribune de l'ONU, mais dans les journaux ce matin, les commentateurs sont plutôt sceptiques sur les chances que la détresse finalement de ces 3 mères soit entendue. Ah oui, c'est dans un anglais parfait qu'elle s'est exprimée hier. Rachel Frankel, la mère du jeune Naftali, 16 ans, qui a décrit hier le cauchemar d'une mère à la tribune de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. On la retrouve ici, vous voyez, en une du quotidien à grand tirage, Yediot Aharonot, accompagné des mères des 2 autres adolescents kidnappés jeudi dernier. Alors devant le monde entier, écrit le journal, elles ont appelé la communauté internationale à en faire plus pour les libérations de leurs enfants, mais nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, car pour Noah Kliger du Yediot Aharonot, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, c'est avant tout une des tribunes anti-israéliennes les plus virulentes au monde, une tanière des hyènes, écrit même le journaliste ce matin, une tanière dans laquelle les 3 mères n'avaient aucune chance de faire entendre leur voix. Que la Commission des droits de l'homme de l'ONU condamne l'enlèvement, vous pouvez toujours rêver, ironise de son côté Boaz Bismuth dans les colonnes du Israel Hayom, et le journaliste de rappeler que c'est cette même organisation qui, il y a quelques années, avait choisi pour président le colonel Kadhafi, oui c'est ça, et qui compte d'ardents défenseurs des droits de l'homme comme Cuba, la Chine ou encore l'Arabie Saoudite. Voilà donc beaucoup d'ironie dans les colonnes des journaux israéliens ce matin. Alors en attendant, Cyril, sur le terrain, les opérations de recherche se poursuivent et vont se poursuivre pour retrouver les 3 jeunes, mais les efforts vont se concentrer plus sur le renseignement. Oui, dans la ville de Hebron, c'est le retour à la normale, titre ce matin le Yediot, qui annonce que l'armée s'est retirée de la partie sous contrôle palestinienne de la ville de Hebron. Le cabinet de sécurité israélien a lui approuvé un changement de cap dans l'opération Gardien de nos frères. Dorénavant, vous l'avez dit, fini les opérations de ratissage de grande envergure, et la présence militaire va donc être réduite dans la ville. Les efforts vont donc se concentrer sur le renseignement. Le Yediot qui annonce que le chef d'état-major israélien, de l'état-major israélien, le général Benny Gantz, a confié aux journalistes que plus le temps passait et plus les craintes grandissaient autour du sort donc des 3 jeunes adolescents qui ont été kidnappés. Voilà, pour cette affaire, on va en reparler dans un instant. Autre titre en Israël, c'est un journal israélien qui l'annonce ce matin. Un accord a été trouvé pour mettre fin à la grève de la faim des prisonniers palestiniens qui dure depuis presque 3 mois. Oui, c'est visiblement un accord qui a été trouvé dans la nuit, puisque c'est le site du quotidien de gauche Haaretz, et non pas le journal qui est publié dans la nuit comme chacun sait, qui l'annonce. Un accord donc qui aurait été trouvé entre les représentants des détenus palestiniens, détenus administratifs, il faut le souligner, et l'administration pénitentiaire israélienne, mais dont les termes n'ont pas encore été rendus public. Un compromis qui surprend, selon le journal, puisque, vous le savez, le Premier ministre Netanyahou, sur les recommandations des services de sécurité intérieure, a refusé de céder à la grève de la faim des prisonniers palestiniens, alors même jusqu'à promouvoir une loi qui autorisait l'alimentation forcée des prisonniers, une loi qui devait être votée, qui doit être votée en 2e et en 3e lecture ce lundi au Parlement israélien. Voilà, direction l'Iran. À présent, l'ambassadeur australien s'est fait remonter les bretelles après avoir apporté son soutien au régime sioniste. Oui, c'est le journal iranien en langue anglaise qui nous l'apprend ce matin, le Iran Daily, qui l'annonce en une. Vous le voyez, l'ambassadeur australien à Téhéran, Paul Foley, a été convoqué hier par le ministère des Affaires étrangères iranien. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la semaine dernière, l'Australie avait annoncé qu'elle abandonnait le qualificatif « occupé » pour désigner Jérusalem-Est, un terme que Canberra estime inutile et lourd d'implications péjoratives. Voilà donc pour Téhéran et pour les journaux iraniens. Allez, on termine, Cyril, cette revue avec l'Irak, où John Kerry a plaidé pendant 2 jours d'intenses discussions pour la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale irakien. Oui, je vous propose de commencer par ces 2 caricatures. L'une est signée Shlomo Cohen dans les colonnes du Israel Hayom, le journal israélien. Ce matin, vous voyez John Kerry en apprenti plombier qui cherche à réparer l'égout qui déborde, l'égout de l'État islamique en Irak et au Levant, et un égout qui déborde, donc vous le voyez, sur l'ensemble du Proche-Orient, en Irak, en Syrie, mais également
également en Jordanie. Et le second dessin de presse, il est signé, il paraît ce matin dans le quotidien pan-arabe, Al-Arab. Vous le voyez, un islamiste du Daesh, donc de l'EIL, qui préfère faire ses ablutions avec le pétrole irakien plutôt qu'avec l'eau de l'oudou, l'eau que les musulmans utilisent donc pour se purifier avant les 5 prières quotidiennes de l'islam. Le pétrole qui joue un rôle clé dans ces développements. Merci beaucoup Cyril, restez avec nous. Et nous sommes le mercredi 25 juin, vous êtes sur i24 News, voici les grands titres à la une de l'actualité. Ce matin en Israël, les détenus palestiniens, on vient de le dire, en grève de la faim depuis 3 mois ont suspendu leur mouvement. Les grévistes sont parvenus à un accord avec les autorités pénitentiaires à l'approche du Ramadan. Et alors que Tsahal poursuit son opération en Cisjordanie pour retrouver les 3 adolescents, les Palestiniens de la bande de Gaza, eux, poursuivent leurs attaques de missiles sur le sud d'Israël. Une fillette palestinienne a été tuée par les débris d'une roquette qui visait Israël. L'aviation israélienne a effectué une 12aine de raids en représailles. À l'étranger, le président ukrainien annonce qu'il pourrait suspendre le cessez-le-feu unilatéral après que des militants pro-russes aient abattu hier un hélicoptère de l'armée ukrainienne, tuant les 9 soldats à son bord. Enfin, en football, l'hécatombe des équipes européennes se poursuit. Comme en 2010, l'Italie est éliminée au premier tour de la Coupe du Monde après une défaite 0-1 face à l'Uruguay. Triste mondial aussi pour les 3 Lions. L'Angleterre quitte le Brésil sur un match nul face au Costa Rica. La Colombie, elle, continue son sans faute et termine en tête du groupe après une victoire 4-1 face au Japon. Enfin, la Grèce surprend et se qualifie grâce à un pénalty en prolongation. Score final 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Et alors que l'opération Gardien de nos frères entre ce matin dans son 14e jour, vous le savez, il n'y a toujours aucune nouvelle, aucun signe de vie des 3 otages. Dans ce contexte, coup de projecteur ce matin sur une des méthodes utilisées par Tsahal dans ce genre d'opération. Reportage signé Maël Benoliel. Quand la réalité dépasse la fiction. Voir à travers les murs et permettre notamment à des soldats d'obtenir une vue de l'intérieur d'une maison, d'un bunker ou de tout autre endroit fermé, c'est en substance ce que propose aujourd'hui cette entreprise israélienne. Si la tactique précise utilisée par Tsahal, ainsi que l'utilisation de différentes technologies dans la recherche des 3 adolescents kidnappés demeurent bien sûr top secret, il semblerait pourtant bel et bien que les forces de sécurité israéliennes font usage de cette technologie développée par Camerotech. Nous utilisons une technologie spéciale basée sur la technologie des radars, qui est elle-même essentiellement basée sur des signaux électromagnétiques. Ces signaux sont envoyés à travers le mur et sont récupérés en retour grâce à la réflexion de ces mêmes signaux qui nous reviennent sous forme d'images. Bien que le système développé par Camerotech ne permet pas aux forces de sécurité de voir les visages de ceux qui se trouvent de l'autre côté du mur, celui-ci est tout de même en mesure de faire apparaître leur position en temps réel sur une carte 3D haute définition, comme vous pouvez le voir en ce moment même sur votre écran. De plus, cette caméra d'un genre nouveau contient un détecteur de respiration, permettant de différencier les objets statiques des êtres vivants. Notre technologie permet de construire l'image de ce qui se passe derrière le mur et ainsi savoir combien de personnes se trouvent dans la pièce, où ils se situent. Cela nous donne aussi des informations sur les objets statiques. Cela nous donne en fait bon nombre d'informations qui étaient jusqu'à présent très difficiles à obtenir. Appliqué par exemple dans le cas d'une prise d'otage, le système mis en place par Camerotech offre donc la possibilité aux forces de sécurité de différencier otages, probablement attachés et immobiles, et ravisseurs, très certainement en mouvement. Armés d'une information précieuse, les soldats peuvent désormais coordonner de manière plus précise et efficace la prise d'assaut d'une maison tout en réduisant les risques et les mauvaises surprises. L'entreprise Camerotech, avec sa technologie, s'exporte aujourd'hui de plus en plus. Elle coopère avec les armées et les forces de sécurité de plus de 30 pays à travers le monde. Si cette technologie permettait de localiser et ainsi d'aider à retrouver les 3 Israéliens enlevés depuis maintenant 12 jours, ce serait un succès évident pour Tsahal, mais aussi pour la technologie israélienne.
Et on retrouve Mathias Inbar. Bonjour, merci d'être avec nous, rédacteur en chef i24 News. Alors, malgré ce genre de technologie de pointe qu'utilise Tsahal dans leurs recherches, toujours aucune nouvelle des 3 otages israéliens. Comment va se poursuivre l'opération? Est-ce que son aspect militaire, en tout cas en tant que tel, touche à sa fin? L'aspect militaire touche à sa fin dans sa grandeur, dans son intensité, dans son développement et surtout dans son implication au sol. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs milliers de soldats qui ratissaient du nord de la Samarie jusque dans la ville de Hebron, c'est-à-dire de Toul-Karem jusqu'à Hebron. Et là, il semble bien que l'armée ait décidé de se concentrer sur cette région du nord-ouest de Hebron, une région topographique difficile d'accès, où il y a des cavités, où il y a des sources d'eau, où il y a éventuellement la présence de trous à l'intérieur de la roche qui pourraient donner un point de sortie depuis l'existence de tunnels dans cette ville de Hebron. Voilà pourquoi, eh bien, désormais, ce sont les renseignements militaires qui prennent le pas sur l'armée de terre. Donc moins de soldats sur le terrain, ça veut dire aussi moins de pression sur le Hamas. On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, moins d'arrestations, c'est le cas depuis plusieurs jours déjà. Alors, je ne sais pas si l'armée israélienne a décidé d'étaler jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire. Toujours est-il que selon les termes employés par l'armée israélienne, eh bien, le Hamas a subi un revers, un coup dur, tant dans son organisation politique que militaire et de ses infrastructures logistiques, notamment cette association caritative d'Awa qui répandait des messages et qui haranguait la foule, qui diffusait des messages via ordinateur et à l'intérieur de ses universités, notamment l'université Birzeit. Elle a subi un coup dur, donc voilà pourquoi sans doute l'armée israélienne a décidé de mener d'abord à partir d'aujourd'hui, eh bien, des missions de renseignement plutôt que des missions d'arrestation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la part du renseignement israélien sur le sort des 3 jeunes? Benny Gantz a fait une déclaration hier en disant que finalement, plus le temps passe, plus les craintes augmentent de les retrouver vivants. Ce qui devait arriver est arrivé hier, c'est-à-dire qu'un changement de lexique. Concrètement, Benny Gantz, Binyamin Netanyahou et Moshe Ya'alon se présentaient devant la presse la semaine dernière, samedi soir dernier, en disant « Nous ramènerons, quoi qu'il arrive, les 3 adolescents ». Quelques jours plus tard, Binyamin Netanyahou était dans cette base principale Khatmar Yehuda, c'est-à-dire la base de Judée qui est située au cœur de la Cisjordanie, qui jouxte la ville de Hebron, commençait déjà à émettre des doutes. Il disait cette opération va durer dans le temps, il faut s'armer de patience, mais nous ramènerons les enfants. Il y avait ce mais. Et là, désormais, le chef d'état-major Benny Gantz qui déclare qu'à force et au fur et à mesure que les jours passent, un danger s'installe, un doute s'installe dans les têtes des militaires israéliens sur le sort des adolescents. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on le sait désormais, il semble en tout cas, on le sait. Ce qui semble être sûr, c'est qu'il s'agit effectivement d'une cellule isolée qui appartient au Hamas, mais qui serait complètement traquée, qui se sentirait traquée. Voilà la raison également pour laquelle ils n'ont pas revendiqué cet enlèvement et qui pourrait... Comment on explique le silence des ravisseurs 2 semaines après l'enlèvement ? Eh bien, selon les principaux responsables des renseignements israéliens, celui qui revendique est celui qui se sent moins traqué, celui qui est en sécurité, qui peut avoir le temps de revendiquer, poster une vidéo, rendre quasiment cynique l'endroit dans lequel, si vous voulez, l'opération du début jusqu'à la fin, à partir de laquelle eh bien, ces jeunes ont été enlevés. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque a priori, encore une fois, il faut être extrêmement prudent sur les termes employés. A priori, il s'agit d'une cellule qui appartient au Hamas, qui se revendique du Hamas, mais qui n'a pas reçu l'ordre direct du Hamas et qui se sentirait traqué, pourchassé et qui ne serait pas équilibré dans le sens psychique du terme. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne revendiquerait pas les faits. Un mot, Mathias, de la censure militaire. Dans la presse, on a pu lire qu'Israël a arrêté des suspects, des ravisseurs potentiels, mais on n'en sait rien. Comment fonctionne cette censure ? Comment fonctionne cette censure ? C'est clair. La semaine dernière, nous avons tous reçu, ceux qui étaient sur le terrain, en tout cas, un message d'un forum militaire qui nous disait eh bien, que 2 suspects appartenant au Hamas avaient disparu
et les pères d'ailleurs de ces deux jeunes hommes affiliés au Hamas ont déclaré que leur fils leur avait dit « Papa, je ne te verrai pas pendant plusieurs jours ». À partir de ce moment-là, nous avons commencé à parler de cette disparition. Nous avons même cité 2 villages, d'ailleurs à proximité de la ville de Hebron, Kfar Aouta, si je ne me trompe pas la prononciation, Cyril, Kfar Aouta, et un deuxième, Yatta, à côté, vraiment dans le nord-ouest de Palestiniens issus des rangs du Hamas qui auraient disparu en même temps que les otages. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir dans ce message, il y avait notamment le fait que ces 2 Palestiniens du Hamas avaient été aidés par des Bédouins à proximité de la ville de Kiryat Gat. Je voudrais qu'on termine juste sur des images qui montrent peut-être le cynisme des ravisseurs et de certaines franges palestiniennes. Je les ai trouvés hier soir. Ouais, je les ai trouvés hier soir et vraiment, je voulais en parler ce matin. Voilà, ces 3 adolescents, donc ces 3 acteurs représentent les 3 adolescents israéliens. Ces 2 sont les ravisseurs. Voilà, des acteurs, et c'est un film qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. 150 000 vues en 2 jours. Merci beaucoup Mathias Inbar, merci beaucoup Cyril. À suivre, on parlera de l'Irak et de la marche à suivre américaine dans le pays après 2 jours d'intenses discussions de John Kerry sur place. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On poursuit avec un balayage de l'actu internationale et les clics sur lesquels vous vous êtes arrêtés ce matin. Betsabé, tout d'abord l'Ukraine, où un hélicoptère militaire a été abattu hier. Les 9 soldats à son bord sont morts. Exactement. Alors, une petite remise en contexte rapide. Vendredi soir, le président ukrainien Poroshenko qui déclare un cessez-le-feu unilatéral. Lundi soir, les chefs des séparatistes des régions de Donetsk et de Lugansk qui s'engagent, eux, à respecter une trêve. Donc ça, c'est lundi soir. Sauf que voilà, le gros des séparatistes semble plus déterminé que cela, ou peut-être sourd, qui sait. Et sur le plan de la détermination, il semble que du coup, Poroshenko semble perdre un peu le large. Alors, il a déclaré qu'il n'excluait pas de mettre fin au cessez-le-feu avant son terme, qui est vendredi matin. Une déclaration dictée par le bon sens, puisque les services du président ont expliqué que de toute façon, ces violences sont constamment violées par des rebelles qui sont, je cite, contrôlés par l'étranger. Mais qui peut bien, Barbara, contrôler, influencer ces rebelles? Ce n'est pas Moscou, bien sûr, puisque Poutine vient de demander à son Parlement de suspendre l'autorisation d'intervenir militairement en Ukraine. Un pas, j'ai envie de dire, vers la paix. Alors le scepticisme ne vient pas de moi, il vient de Kiev et de plus précisément l'ancien président de la Géorgie, Mikhail Saakashvili, qui, on l'apprend grâce à Courrier International, en fait ferait partie de l'équipe des consultants du gouvernement ukrainien. Et Saakashvili, il va plus loin. Selon lui, Poutine va profiter carrément de la trêve pour s'emparer de nouveaux territoires en Ukraine. Pourquoi ? Parce que c'est pas la première fois qu'on fait cette remarque. Le conflit dans le Donbass actuellement ressemble trait pour trait à la guerre en Abkhazie, donc des années 90, 92, 93. Alors à l'époque, Shevardnadze, qui était donc le président ukrainien, avait signé 3 armistices et à chaque fois, la Russie en avait profité pour rassembler ses forces et pour conquérir de nouveaux territoires. On verra si l'histoire suit son cours. Voilà, c'est le feu en tout cas menacé. On verra d'ici la fin de la semaine comment se poursuit cette affaire. Le Soudan à présent, Betsabé, vous nous en parliez hier. La jeune femme chrétienne condamnée à mort et libérée a de nouveau été arrêtée. Exactement, il y avait à peine 24 heures, donc on saluait cette bonne nouvelle. Elle avait été libérée, on rappelle en 2 mots que donc elle a été accusée d'avoir renié sa religion, d'avoir épousé un homme chrétien alors qu'elle-même est dite musulmane, elle qui se prétend chrétienne. Et là, voilà que l'affaire prend une tournure douteuse. Breaking news de CNN hier soir, elle a été arrêtée à l'aéroport de Khartoum en compagnie de son mari, chrétien de nationalité américaine.
elle tentait de s'enfuir. Alors c'est un proche qui a déclaré à l'AFP qu'apparemment elle a été emmenée par des services de sécurité nationaux vers un commissariat pour une histoire de faux papiers plutôt étrange. Alors vu le tollé qu'avait provoqué en Occident cette condamnation à mort et une condamnation à 100 coups de fouet, eh bien Washington a quand même décidé de suivre le dossier à la loupe et a déclaré que les autorités soudanaises avaient assuré aux États-Unis que la petite famille était en sécurité, ce qu'on voudrait bien croire, mais quand même on rappelle que son avocat a précisé qu'elle craignait pour sa vie, a beaucoup de menaces de mort, et même son frère aurait déclaré que si la sentence n'était pas appliquée, sa famille s'en chargerait. Voilà, et notre invité ce matin, c'est Yehuda Lancret qui nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler dans un instant de la politique américaine en Irak notamment. On poursuit pour le moment et n'hésitez pas à intervenir. Avec vous, Betsabé, on parle de foot. On parle de foot, tout à fait. N'hésitez pas à intervenir, surtout en foot, ça m'aidera beaucoup. Cela dit, je crois que j'ai compris le principe en ce qui concerne l'Italie hier soir qui a été croquée carrément par l'Uruguay. C'est l'équipe qui nous sort la formule. À croire, Barbara, que ce ne leur a pas fait du bien aux Italiens de remporter la Coupe du Monde en 2006, puisque ça fait 2 fois qu'ils sont éliminés dès la phase de groupe. Donc ça leur est arrivé déjà en 2010. L'Italie qui n'était pas au top de sa forme. Même moi, je m'en suis aperçue à première mi-temps, un match ennuyeux même, alors qu'il y a quand même l'excuse de n'avoir été plus que 10 à la deuxième mi-temps. Mais du coup, le sélectionneur Prandelli s'en va, il claque la porte. Prandelli qui, au passage, sort comme un prince, puisqu'en fait, selon lui, c'est l'arbitre mexicain, bien sûr, qui est responsable de toute cette défaite avec l'expulsion de Marchisio. L'arbitre a tout gâché, a-t-il lancé. Marchisio qui n'a pas Marchisio qui a donc été expulsé, alors que celui qui aurait prétendu mordu un joueur italien, carton rouge, ce soir, est-ce qu'il mérite, Alors on a vu des fautes un peu plus grosses sanctionnées par des cartons jaunes, ça se discute. Certes, en tout cas, l'arbitre n'avait pas vu le geste. Et d'ailleurs, vous suivez le mondial, vous regardez un peu les matchs? Je le suis passablement. J'appartiens à la vieille génération des Pelé, Garrincha, Coppa, Fontaine. Donc je suis un peu dépassé, mais je constate quand même qu'il y a une montée en puissance de l'Amérique latine. Oui. Et un déclin européen. C'est vrai. Voilà ce que je peux dire en synthèse. En foot, pour le moment. En foot. On ne parle pas de géopolitique. Non, nous parlons football. Allez, l'Italie qui s'en prend plein la figure en critique vestimentaire aussi. Oui, alors là, c'est Matteo Renzi, le président du Conseil italien, donc Premier ministre, qui est élégant, certes, selon Armani, mais qui doit absolument se séparer de toutes ces chemises blanches qu'il sort à toutes les occasions. C'est vrai qu'Obama, lui aussi, porte ses chemises blanches, dit Armani, mais Obama, lui... Hollande aussi. Et Hollande aussi. Il ne porte que des blanches. Mais Obama, selon Armani, est sexy. Et en plus, il agrémente sa chemise d'une cravate, ce qui apparemment n'est pas le cas de Renzi. Armani va même plus loin. Il note que Renzi a pris quand même quelques kilos depuis qu'il est installé dans les bureaux du Palazzo Chigi. Et s'agissant de cravate, il faudra aussi essayer de régler le nœud de cravate de Hollande. C'est vrai, Guy, pas toujours droit. Voilà. Merci beaucoup, Betsabé. Voilà une question qu'on va poser dans un instant à notre invité. Les Américains vont-ils s'enliser une fois de plus en Irak? En tout cas, John Kerry a quitté le pays après 2 jours d'intenses discussions sur place en vue de former un gouvernement d'union nationale. Rappel des faits en images, on en parle juste après. Nous sommes face à une nouvelle réalité, un nouvel Irak. Ce sont les mots de Massoud Barzani, le président de la région autonome du Kurdistan située au nord de l'Irak. Une région agitée depuis le début du mois de juin par la fulgurante insurrection des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Massoud Barzani a reçu ce mardi le secrétaire d'État américain John Kerry qui a réaffirmé son soutien au gouvernement irakien. Le soutien sera intense et durable, et si des dirigeants irakiens prennent les mesures nécessaires pour unifier le pays, cela portera ses fruits. Cela permettra aux forces de sécurité irakiennes de mieux faire face à l'EIIL, et ce, de façon à respecter la souveraineté de l'Irak, mais aussi des États-Unis ainsi que les intérêts vitaux de la région. En vertu du système en vigueur ces dernières années, le président de l'État irakien est censé être kurde, le Premier ministre chiite et le président du Parlement sunnite. Seulement depuis les élections en avril dernier, le pays est miné par de nombreuses divergences qui empêchent la formation d'un nouveau gouvernement. L'Iran est clairement en train de se désintégrer, affirme Barzani. Il accuse le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki d'être responsable de cette crise. Pourtant, Washington maintient que les Kurdes ont un rôle crucial à jouer pour rétablir un équilibre politique dans la région.
Jusqu'ici, le Kurdistan s'est bien gardé d'apporter son aide et a même profité du retrait de l'armée irakienne devant les troupes djihadistes pour s'emparer de plusieurs villes au nord dans le but de les intégrer à leur région autonome. Armés du soutien international, les Irakiens sont déterminés à se battre pour leur pays. Plusieurs centaines de jeunes se sont portés volontaires pour partir au combat. Nous nous sommes tous portés volontaires. Nous nous sommes rendus au centre de recrutement pour être envoyés à Mossoul ou ailleurs. Ce sont juste des rats. Et cette bulle va bientôt éclater. Nous, sunnites, chiites, kurdes et chrétiens, nous défendrons notre pays bien-aimé, l'Irak. Le Kurdistan a accueilli ces dernières semaines plusieurs milliers de réfugiés qui fuient les combats en Irak. Entre le 5 et le 17 juin, plus de 1000 personnes ont été tuées, principalement des civils. Yehuda Lankri, ancien diplomate israélien, vous étiez entre autres ambassadeur d'Israël à l'ONU. Un mot d'abord sur ce qu'on vient d'entendre, on va parler de John Kerry dans un instant. Le chef kurde d'Irak annonce hier sur CNN qu'il va profiter de l'occasion pour obtenir l'autonomie du Kurdistan. La carte régionale va changer inévitablement ? Oui, cela montre bien que nous vivons dans une région que l'on peut appeler un Orient compliqué. Et que cette crise irakienne plonge ses racines dans l'histoire même profonde de l'Irak. L'éveil interethnique auquel on assiste, et si je puis dire, le prolongement quasi naturel, entre guillemets, de l'intervention américaine de 2003 qui, ayant amené la fin du régime de Saddam Hussein, qui lui arrivait quand même à coller ses fragments. Ce n'est pas que j'éprouve une nostalgie particulière à l'endroit de Saddam Hussein, mais il y a eu au moins ça de son temps. Donc il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'efforts pour qu'on puisse raccommoder autant... Cette situation aujourd'hui, c'est la conséquence de l'intervention américaine, de la chute de Saddam Hussein ? Je pense qu'il y a un lien de cause à effet, c'est certain. Les Américains sont allés, si je puis dire, de façon un peu brutale, en utilisant la force pour destituer Saddam Hussein, que je ne regrette pas d'ailleurs, mais en essayant d'imposer une démocratie selon leurs normes. Alors, le grand Moyen-Orient avec une démocratie, la thèse de Condoleezza Rice et de Bush, et ça ne fonctionne pas de cette façon. D'ailleurs, à la lumière de ce que vous dites, on doit noter cette remarque de John Kerry qui, dès son arrivée dans la région, c'était en Égypte, avant qu'il n'arrive en Irak, déclare d'emblée « Mon pays n'est pas responsable de la crise en Irak ». C'est presque un aveu de culpabilité où il essaie de se convaincre du contraire, finalement. Bon, il parle au nom de son administration. Voilà. Et effectivement, George Bush, lui, a été responsable de cette crise. C'est évident que Bush a été à l'origine, évidemment, de cette évolution. Obama, dès sa première mandature, a essayé de marquer son territoire en essayant de réduire au minimum l'expression militaire dans sa politique étrangère et privilégiant le dialogue politique autant que possible. Il va pouvoir poursuivre sur cette lancée. Alors, on a vu que ça a fonctionné en Syrie, par exemple. Pas totalement. Mais pour désarmer les Syriens, le désarmement chimique, il a suffi d'une épreuve de force dissuasive. Il n'y a pas eu d'action militaire américaine proprement dite. Là aussi, c'est la portion congrue. Les milliers de morts, les millions de réfugiés en Syrie, c'est une victoire ? C'est une autre histoire. Mais je veux dire que Obama n'est pas prêt à envoyer ses troupes en Syrie. Ça, on le sent bien. Il ne veut pas le faire non plus en Irak. C'est la portion congrue. C'est-à-dire que 300 conseillers qui vont essayer de faire des choses et d'autres. Et l'on peut observer d'ailleurs la démarche d'Obama, qui est une diplomatie de la distanciation, par rapport à celle de Kerry, qui est celle de l'appropriation, donc des efforts très intenses dans la région, chez nous, ailleurs. Mais tout cela me semble être une espèce de démarche raisonnée. Beaucoup de politique, beaucoup de rhétorique, moins d'action militaire. Des frappes aériennes, des drones américains en Irak ? Ça pourrait éventuellement se faire. Si le président le juge nécessaire, il le fera. Alors, de manière générale, reparlons de cette politique étrangère de Barack Obama. Il est arrivé au pouvoir, vous l'avez dit, avec une idéologie très particulière, le tout diplomatique. On l'a dit, retrait d'Irak, retrait d'Afghanistan, non-intervention en Syrie. Et aujourd'hui, sa politique étrangère bat tous les records d'impopularité. Hier, ce sondage du New York Times, un record depuis son entrée en fonction, 58% de non-satisfaits sur sa politique étrangère. Ça veut dire qu'il s'est trompé quand même quelque part. Oui, mais vous savez,
Prenons le cas inverse. Bush a tout mis du côté de l'action militaire. Il n'a pas été populaire non plus. Donc on ne peut pas gouverner selon des sondages et l'opinion publique. Il me semble qu'il suit sa politique, celle qu'il a arrêtée, son idéologie, celle d'un interventionnisme américain aussi limité que possible. Et il le fait de façon mesurée, de façon raisonnée. Je pense que par-delà les sondages, il y a quand même une action d'Obama qui s'exprime à travers et les conséquences sur le terrain de cette action, de cette idéologie diplomatique. C'est finalement une ascension fulgurante des islamistes dans la région, que ce soit en Irak ou alors en Syrie. Il s'attendait à autre chose, Barack Obama, quand il donnait ce discours qualifié d'historique au Caire. Et bien sûr, les choses depuis ont évolué. C'est une litote que j'emploie. Il y a eu le printemps arabe. La grande leçon qu'il faut en tirer, c'est d'abord que l'échec de l'intervention militaire, ça n'a pas arrangé les choses. Ensuite, le deuxième échec, on n'impose pas de démocratie à une région qui doit arriver à maturation à ce niveau-là. Ce que pourrait faire la communauté internationale, Obama en tête, c'est essayer de consolider là où c'est possible les expressions de pluralisme politique, de société ouverte. C'est pour ça que Kerry appelle à un gouvernement d'union nationale en Irak. Exactement, parce que ça passe par ça. Il faut d'abord tenir pour responsables les acteurs locaux eux-mêmes. Nouri El-Maliki porte une très lourde responsabilité à ce niveau. Et il faut faire jouer aussi les acteurs régionaux qui sont les Américains vont essayer de l'évincer. Capables d'infléchir la situation. Par exemple, l'Iran. L'Iran est un facteur clé de chiite à chiite. Je crois que le président iranien peut s'adresser à El-Maliki en l'invitant à ouvrir un petit peu son éventail gouvernemental. Si les sunnites sont en rébellion, c'est parce que, justement, ils n'ont pas trouvé leur place. Dans ce chaos, dans cette dissension interethnique, l'extrémisme religieux, le djihad, trouve sa place. Juste pour finir, Benjamin Netanyahu a reproché aux Américains de donner cette place-là diplomatique aux Iraniens. Pour Israël, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Je pense que c'est incontournable. On peut ne pas être satisfait de la situation, mais l'Iran est un pays chiite. La majorité irakienne est chiite. Le Premier ministre est chiite pour le moment. Donc il y a une influence iranienne incontournable et peut-être qu'il faudrait considérer, si je puis dire, la situation de façon beaucoup plus large que celle réduite à nos propres intérêts et nos propres soucis. Merci beaucoup Yehuda Lancry d'avoir été avec nous ce matin. Merci Betsabé, vous restez avec nous puisque on parle d'un phénomène, ces jeunes Françaises qui quittent tout pour se lancer dans le djihad en Syrie. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On part tout de suite à la rencontre de ces jeunes Françaises. Vous allez le voir, elles décident un beau jour de tout quitter, de tout abandonner pour se lancer dans le djihad en Syrie. Betsabé, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers mois. Oui, exactement. Le phénomène des départs en Syrie a augmenté, attention, de 75% en quelques mois. On parle de 700 Français environ qui sont sur place. Alors Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, avait même présenté une série de mesures en avril dernier pour tenter de faire face à ce phénomène, justement, un phénomène qui ne touche pas que les hommes, car l'une des particularités du djihad en Syrie, c'est d'être familial. Du coup, vous avez des femmes de 15 à 30 ans, des adolescentes pour certaines d'entre elles, qui partent du jour au lendemain. On a encore récemment cette jeune fille de 14 ans, originaire d'Argenteuil, qui est soupçonnée d'être partie pour la Syrie. Alors, elle a envoyé un texto à son père en disant de regarder sous son matelas. Et là, il y aurait une lettre qui écrit, où elle aurait écrit « Je pars pour un pays où l'on n'est pas empêché de suivre sa religion ». Ça va très loin. Elle serait combien en tout à être partie ? Alors en tout, a priori, on a plus d'une centaine de femmes, 150 femmes et enfants en tout. Et attention, des femmes qui ne peuvent partir que dans le cadre du mariage. On est dans le cadre de la loi islamique quand même. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que très souvent, ça se passe par le biais de réseaux sociaux où on leur fait des promesses de mariage via Skype. C'est comme ça qu'elles sont recrutées. Elles sont recrutées comme ça, comme les hommes finalement. Oui. Sauf que là, on a même des promesses de mariage et donc elles partent pour la Syrie.
rejoindre leur mari, ou plutôt leur futur mari. Alors, on parle de femmes, on a parlé beaucoup de djihad sexuel. Il y avait notamment cette histoire d'une jeune Tunisienne, Inès, 17 ans, qui aurait passé parmi 152 djihadistes en l'espace de quelques jours. Elle se serait mariée, en fait, à chaque fois quelques heures, juste le temps de consommer. On parle vraiment d'esclavage sexuel. Exactement. Alors, en fait, une rumeur ou peut-être même un fantasme qui a pris des proportions incroyables sur les réseaux sociaux, avec des dizaines de témoignages qui s'en sont suivis. Tout ça s'est révélé être en fait un tissu de rumeurs, avec même 10 vidéos qui ont circulé. Une fille notamment qui racontait que son père l'avait vendue comme djihadiste, et puis finalement on apprend que le témoignage est faux, qu'en fait cette jeune fille avait été kidnappée sur le chemin de l'école par l'armée de Bachar el-Assad, le président syrien, qui tente comme ça de faire croire que, en tout cas d'accabler plutôt les djihadistes, et de se faire bonne presse, en tout cas de quoi semer le doute sur ce soi-disant esclavage sexuel. Alors justement, esclavage sexuel, djihad sexuel, réalité ou fantasme? On va poser la question à David Thompson. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur du livre Les Français djihadistes. Alors dans quelle mesure, vous avez enquêté sur la question, ces Françaises partent de leur propre gré et puis sont-elles ensuite utilisées comme des esclaves sexuels? Alors, en fait, cette affaire du djihad sexuel est en réalité un montage de toutes pièces qui est apparu en premier lieu dans la presse tunisienne, que je connais très bien puisque j'ai été correspondant là-bas pendant les 3 dernières années, et ensuite a été repris par la propagande pro-Bachar el-Assad, évidemment pour décrédibiliser cette mouvance djihadiste, et ensuite a pris corps de façon beaucoup plus importante, puisque cette rumeur a été reprise à son compte par le ministre de l'Intérieur tunisien et a donné lieu à une dépêche AFP, mais finalement il s'est rétracté, mais ça a fait moins de bruit. En fait, les femmes partent exactement pour les mêmes raisons que les hommes. Aucune ne sert d'esclave sexuelle. La différence avec les hommes, c'est qu'elles sont obligées de partir à travers le mariage. Mais elles se marient, il s'agit d'authentiques mariages, des mariages religieux où les sentiments, la foi djihadiste prime sur les sentiments amoureux, mais les femmes restent toujours avec leur mari. Il y a aussi des unions polygames, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec du djihad sexuel. Mais elles partent pour se marier là-bas ou pour combattre aux côtés de leur futur époux? Alors, si vous voulez, elles ne combattent pas, mais elles suivent un entraînement militaire, ou elles suivent une petite formation simplement pour apprendre à manier les armes de poing et le fusil d'assaut. C'est pas pour combattre, c'est uniquement pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. Il y a eu plusieurs cas de viol d'émigrés djihadistes étrangères, et donc elles doivent pouvoir se défendre en cas d'ultime recours. Donc elles savent se battre, mais elles ne combattent pas sur le front. Alors David, est-ce qu'on a une idée sur qui sont ces femmes qui décident de tout quitter pour partir en Syrie? Est-ce qu'il y a un profil type? Il n'y a pas vraiment de profil type, puisque en fait, depuis que le cyber-djihad a investi les réseaux sociaux massivement, et ça date d'il n'y a pas longtemps, à peine 3 ans on va dire, les profils se sont élargis, c'est-à-dire qu'on n'a plus seulement, on a une majorité de gens qui viennent des classes populaires, mais on n'a plus seulement que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont de milieux tout à fait favorisés, et en particulier chez les femmes, c'est encore plus prononcé chez les femmes que chez les hommes. Par contre, ce qu'on constate chez les femmes, c'est qu'il y a peut-être une proportion plus grande de convertis que chez les hommes. Alors, est-ce que certaines d'entre elles, ce sera ma dernière question à David Thompson, ont commencé à rentrer en France, peut-être notamment comme les hommes, pour commettre des attentats terroristes après une formation en Syrie sur le sol européen? Alors déjà, les retours chez les hommes, la plupart des retours chez les hommes, c'est pas pour mener des actions armées, c'est une minorité de retours qui sont motivés par cela. Pour les femmes, en fait, le problème pour les femmes qui se posent là-bas, c'est que beaucoup s'ennuient, tout simplement, et donc ça explique certains retours. Certaines qui sont binationales, parfois préfèrent rentrer dans un pays, si elles sont franco-tunisiennes, par exemple, comme la Tunisie, pour éviter de passer par la casse-prison, ce qui les attend quasi certainement en France. Donc elles préfèrent rentrer en Tunisie. Donc la plupart des retours aujourd'hui sont des retours qui sont dus à cela, qui peuvent s'expliquer par le fait que les femmes parfois s'ennuient, ou on a une insécurité plus grande que les hommes sur place, et donc c'est ce qui explique certains retours. Pour l'instant, aucun cas de femmes
de retour de femmes motivées par les intentions armées sur le sol français ou autre n'a été constaté pour le moment. David Thompson, auteur du livre Les Français djihadistes, merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce sujet ce matin. Mercredi 25 juin, vous êtes sur i24 News depuis Tel Aviv. Voici les grands titres à la une de l'actualité en Israël. Les détenus palestiniens en grève de la faim depuis 3 mois ont suspendu leur mouvement. Les grévistes sont parvenus cette nuit à un accord avec les autorités pénitentiaires à l'approche du Ramadan. Et alors que Tsahal poursuit son opération en Cisjordanie pour retrouver les 3 adolescents enlevés, les Palestiniens de la bande de Gaza, eux, poursuivent leurs attaques de missiles sur le sud d'Israël. Une fillette palestinienne a été tuée par les débris d'une roquette qui visait Israël un peu plus tôt. L'aviation israélienne a effectué une douzaine de raids en représailles. À l'étranger, le président ukrainien annonce qu'il pourrait suspendre le cessez-le-feu unilatéral après que des militants pro-russes aient abattu hier un hélicoptère de l'armée ukrainienne, tuant les 9 soldats à son bord. Enfin, en football, et on va y revenir largement dans un instant, l'hécatombe des équipes européennes se poursuit. Comme en 2010, l'Italie est éliminée au premier tour de la Coupe du Monde après une défaite 0-1 face à l'Uruguay. Triste mondial aussi pour les 3 Lions. L'Angleterre quitte le Brésil sur un match nul face au Costa Rica. La Colombie continue son sans faute et termine en tête du groupe C après une victoire 4-1 face au Japon. Enfin, la Grèce surprend et se qualifie grâce à un penalty en prolongation, 93e minute, score final de 1 face à la Côte d'Ivoire. Alors Virginie, vous nous avez rejoint, bonjour. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement. Vous nous en aviez même parlé, ce milliardaire américain, fantaisiste et généreux, qui laisse depuis plusieurs mois un peu partout aux États-Unis des billets de $100, exactement. Alors ce phénomène prend de l'ampleur et traverse les rives pour arriver en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cette chasse au trésor complètement folle, version 2014? Élément de réponse signé par les équipes du Mag Echo. C'est une véritable chasse au trésor, dans laquelle les participants doivent trouver des enveloppes garnies de billets verts, entre 20 et $100. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est la première fois. Je me suis dit que ça serait marrant à faire. Certaines personnes ont vraiment besoin d'argent, mais je le fais juste pour rigoler, juste au cas où, je tente ma chance. Tout a commencé en mai dernier. Un riche anonyme américain s'est amusé à cacher de l'argent dans la ville de San Francisco, avant de donner des indices sur Twitter pour permettre aux participants de mettre la main dessus. Dans des parcs, sur la plage, accrochés à une bouche d'incendie, ou même dissimulés au milieu d'un rouleau de papier toilette, les cachettes sont aussi insolites que variées. Et le jeu est un tel succès qu'il a depuis été étendu à d'autres villes des États-Unis, comme Chicago, Las Vegas ou encore New York. On est en train de laisser des enveloppes avec $50 chacune. Il y en a 20 pour ce parc ici et 20 de plus pour notre endroit à Brooklyn que je vais faire après ça. Mais le 9 juin dernier, coup de théâtre. Le généreux donateur a décidé de sortir de l'anonymat. Son nom, Jason Bouzy. Il a expliqué dans une interview à la chaîne CNN avoir gagné bien plus d'argent que nécessaire et vouloir en faire profiter ceux qui en ont plus besoin que lui, mais d'une façon originale et amusante. Objectif atteint, puisqu'aujourd'hui son compte Twitter est suivi par près de 600 000 personnes et plus de $15 000 ont déjà été distribués. Début juillet, la chasse au trésor devrait même atteindre l'Europe, plus précisément Londres, Madrid, mais aussi Paris. Voilà pour ce milliardaire. Virginie, vous venez tout au long de la Coupe du Monde nous donner des nouvelles de ce mondial, mais de façon détournée. On commence ce matin avec une vidéo plutôt trompeuse. Et oui, il faut faire attention aux apparences. Barbara, à l'image du peintre René Magritte et de son tableau intitulé La trahison des images, le dessinateur italien Marcello Barenghi a réussi à donner vie à des dessins incroyablement réalistes, comme on le voit sur ces images. Alors lorsque l'artiste ne puise pas son inspiration dans l'univers fantastique de Tim Burton, il réalise des dessins plus vrai que nature, et celui que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui, Barbara, est bien évidemment le trophée de la Coupe du Monde que je vous propose tout de suite de voir.
Plus vrai que nature. Oui, exactement. Et puis il en fait énormément, selon l'actualité aussi. Aujourd'hui, il compte 160 dessins de ce type. Et puisque c'est joli à voir, eh bien, je vous propose de découvrir un autre type de dessin. Il s'agit d'une bouteille de vodka. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Rien à voir avec la Coupe du Monde. Même concept, remarque, pendant la Coupe du Monde, on boit et on regarde des matchs. On boit des bières. Allez Virginie, on continue avec la Coupe du Monde et ces images qui nous viennent tout droit du Brésil. Effectivement, vivre le Brésil comme un local, eh bien, c'est le pari que se sont lancés quelques touristes en quête d'authenticité. Ils ont gravi les pentes de Vidigal à pied ou en moto-taxi pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde façon favela. Et c'est dans une des plus célèbres favelas connue pour sa vue imprenable sur les plages des quartiers riches de Rio de Janeiro qu'ils ont assisté à la victoire du Brésil face au Cameroun 4-1, un match qui a eu lieu lundi soir dernier, et des images qu'on vient de recevoir. Les Brésiliens et les touristes font la fête ensemble. Allez, toujours au sujet du mondial, Virginie, vous nous parlez ce matin d'un artiste qui vous a interpellé. Et oui, on va rester dans le domaine de l'art et de la Coupe du Monde. L'artiste s'appelle Emma Allen. C'est elle, vous allez la voir sur les images qui vont arriver. Elle est fan de la Coupe du Monde et a décidé de se transformer en Coupe 2014. Alors vous allez comprendre pourquoi c'est elle qui se transforme, inspirée par l'or et le vert brésilien. Non, là c'est Emma, la couleur. En fait, elle a posté des photos de son travail. Elle fait du body painting et c'est son visage qu'elle a maquillé. Ces photos ont été vues plus de 500 000 fois en moins de 24 heures. Elle a réussi effectivement à se transformer en 2h30 à peine grâce au maquillage en véritable Coupe du Monde. Alors l'artiste de 33 ans a tout ça. Alors vous allez voir l'image qui arrive, c'est la Coupe du Monde. Ça oui, d'accord. Vous avez eu les étapes. Première étape, son visage. Deuxième étape, sans les mains. Et troisième étape, avec les mains maquillées. Alors évidemment, elle s'est aussi peint les bras et l'ensemble du buste pour pouvoir obtenir cette jolie Coupe du Monde. Pas mal. Façon être humain. Pas mal. Reste à savoir qui l'obtiendra à la Je crois que ça ne plaît pas à BCB. Non, ça me fait beaucoup rire. Non, mais je trouve qu'ils ont plein d'idées. Ils ont beaucoup de temps, les gens aussi. Allez, Virginie, on reste sur J'ai hésité à venir peindre en Coupe du Monde. On m'a dit que c'était trop compliqué. Alors, c'était trop compliqué. Ça prenait trop de temps. On reste sur le web avec un homme qui obsède les internautes. Complètement. Alors il s'agit du coach mexicain Miguel Herrera. Alors il est surnommé Piojo, le Pou. Il s'est fait remarquer depuis le début de la compétition. Vous allez le voir sur ces images en célébrant les buts avec les buts des siens avec une joie incroyable. On peut le dire, c'est pour le moins débordant. Il saute dans tous les sens. Voilà, ça se sent. Mais pourquoi le Pou sont joyeux? Le Pou qui court, qui saute d'une tête à l'autre. Voilà. Il est d'accord. Il est hyper actif. Donc voilà, ces images, c'était lors de la victoire de la Verde contre la Croatie avec un score de 3-1 où le sélectionneur a fait vibrer les internautes qui n'hésitent pas à faire aujourd'hui des détournements. Alors au Mexique, les recherches Google sur son nom ont été multipliées par 6 et on le suit de très très près durant cette Coupe du Monde. Alors je ne sais pas si on va pouvoir voir les détournements qui ont été faits. Eh bien voilà. Ah oui. Eh bien voilà, c'est du joli. Un coach en pleine forme. Merci beaucoup Virginie. Merci. Avec plaisir. Betsabe, restez avec nous parce qu'après un nouveau journal, on continuera de parler de la Coupe du Monde et évidemment tous les résultats d'hier. Suarez qui mord une nouvelle fois un adversaire. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Les matchs de ce soir, les Bleus. Et puis si on a le temps, on parlera aussi de la contestation, totalement évincée par la compétition. Tout ça après un nouveau journal. Ne bougez pas. Voilà, cette émission touche bientôt à sa fin, mais on ne terminerait pas évidemment sans parler de foot et de la Coupe du Monde. On va faire ça dans un instant avec vous, Nir Benisti, notre consultant sportif. Merci d'être avec nous ce matin et avec vous, Rudy. Évidemment, on commence tout de suite. Avant ça, par l'actu sur Internet ce matin, c'est la revue du web. Et dans la revue du web, on parle quand même de foot. Évidemment, on commence par l'Iran, où l'affaire Happy se répète dans un contexte de Coupe du Monde. Oui, on se souvient de ces jeunes Iraniens qui avaient été emprisonnés pour avoir tourné et diffusé sur Internet leur version de Happy in Téhéran, dans laquelle soufflait un vent de liberté qui n'avait pas du tout plu au régime iranien. Alors on se souvient que les jeunes femmes qui apparaissaient dans cette vidéo ne portaient pas le voile. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, ce vent de liberté, ce même vent de liberté, souffle dans les tribunes. Regardez des stades brésiliens pour les supporters
supporters iraniens. On a vu sur Facebook ce genre d'images où des supporters iraniens fraternisent avec des Israéliens, ou aussi des images de baisers fougueux qui ont fait aussi le tour du web. Et donc qui dit Coupe du Monde dit chanson pour pousser l'équipe nationale vers la victoire. Alors il y a plusieurs clips qui sont sortis dans tous les pays, en Iran aussi, mais celui qui fait la une de l'actu sur internet ce matin, c'est celui de Hadjam. C'est un groupe d'origine iranienne basé à Londres. Regardez un extrait du clip. حوصله عشق است و امید چه گلی از دل ایمان بدمید چه گلی قرمز و سبز است و سفید دل ما یک گل ایران طلبید Il n'y a rien de très choquant, c'est plutôt bon enfant comme clip. Alors, avec des parties tournées un peu dans tous les pays du monde où les Iraniens sont exilés ou installés. Sauf que le site BuzzFeed, un site qui cite l'agence officielle iranienne IRNA, il révèle que ce clip n'a pas plu du tout au chef de la police, le colonel Rahmatollah Tahiri, qu'une grande partie donc soit tournée à l'étranger. Les plans qui ont été tournés en Iran font que 2 participants du clip de la ville de Shahoud ont été arrêtés hier ou avant-hier pour avoir participé à cette vidéo dans le même esprit qu'Happy. Parce que leur comportement, là encore comme Happy, est jugé immoral, contraire aux mœurs de l'islam. Voilà, c'est le chef de la police qui n'a pas du tout apprécié ce genre de clip. En tout cas, voilà, à suivre cette fièvre de Coupe du Monde. Dommage, Nir. C'est dommage, je pense qu'il faut faire la part de choses avec le sport. Il n'y a pas de place à la politique quand on fait du sport. Et surtout qu'en Iran, la politique utilise beaucoup le sport pour fédérer. Et là, c'est un incident de plus. Rouhani en survêt qui regardait le match. Absolument, voilà. Bon, on va reparler de l'Iran avec vous dans un instant. Pour l'heure, ce qui agite le web également ce matin, c'est ce qu'on a baptisé le Burrito Gate. Oui, c'est ce qu'on va appeler le Burrito Gate entre nous en tout cas. Alors la communication du président américain, vous savez, aime beaucoup les images de coolitude. On voit le président proche du peuple, image aussi naturelle que contrôlée. Et Barack Obama a été peut-être un peu trop naturel. Voici l'image originale. Elle a été postée par Pete Souza, c'est le photographe officiel de la Maison Blanche. La scène se passe dans un fast-food de la chaîne Chipotle. On y voit Barack Obama choisir avec passion, vous le voyez, les ingrédients de son burrito. Alors, sauf que trop passionné, il oublie la vitre de sécurité qui est censée garantir l'hygiène des aliments. Il met presque ses mains dans le plat. Exactement, il est vraiment à fond dans son burrito, peut-être trop proche. Il n'en fallait pas plus pour mettre à feu et à sang l'internet américain. Alors pour Snooper mexicain, ne pas respecter la Constitution, c'est une chose, mais la vitre, c'est sacré. Obama doit être destitué. Stay behind the line. Exactement. Cela rappelle de mauvais souvenirs à cet ancien employé de la chaîne Subway qui s'exclame « Obama, c'est ce mec qui touche à la vitre. Je détestais de la nettoyer quand je travaillais à Subway à l'époque. » Et puis les Républicains aussi en profitent pour rappeler au passage que Mitt Romney, candidat malheureux aux élections en 2012, lui respectait la vitre et la distance en gardant même la main dans ses quel poches. Coup bas en dessous de la ceinture. Ça a ramené la photo de Mitt Romney. Voilà pour ce burrito gate que nous suivrons. Évidemment, crucial. Restez avec nous, Rudy. Mercredi 25 juin, vous êtes sur i24 News. Voici l'essentiel de l'actualité ce matin. En Israël, les détenus palestiniens en grève de la faim depuis 3 mois ont suspendu leur mouvement. Les grévistes sont parvenus à un accord cette nuit avec les autorités pénitentiaires et ce, à l'approche du Ramadan. Et alors que Tsahal poursuit son opération en Cisjordanie pour retrouver les 3 adolescents enlevés, les Palestiniens de la bande de Gaza, eux, poursuivent leurs attaques de missiles sur le sud d'Israël. L'aviation israélienne a effectué une 12aine de raids en représailles. À l'étranger, notez que le président ukrainien annonce qu'il pourrait suspendre le cessez-le-feu unilatéral après que des militants pro-russes aient abattu hier un hélicoptère de l'armée ukrainienne tuant les 9 soldats à son bord. Et puis en foot, on va en reparler. L'hécatombe des équipes européennes se poursuit. Comme en 2010, l'Italie est éliminée au premier tour de la Coupe du Monde après une défaite 0-1 face à l'Uruguay. Triste mondial aussi pour les 3 Lions. L'Angleterre quitte le Brésil sur un match nul face au Costa Rica. La Colombie continue, elle, son sans faute et termine en tête du groupe C après une victoire 4-1 face au Japon. Enfin, les dieux grecs les ont soutenus. La Grèce surprend et se qualifie grâce à un penalty en prolongation, 93e minute, score final 2-1 face à la Côte d'Ivoire.
revient évidemment, comme tous les jours, on va parler Coupe du Monde, on va parler des matchs d'hier, de la morsure de Suarez, des matchs à venir. Les Bleus jouent ce soir. C'est parti. Alors Nir Benisti, on l'a dit, consultant sportif, merci donc d'être avec nous. Et on démarre par les matchs d'hier soir. Alors évidemment, le drame d'hier soir, c'est cette hécatombe européenne qui se poursuit. L'Italie, comme en 2010, éliminée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je pense que cette Coupe du Monde va être plutôt une Coupe du Monde des Sud-Américains. Et en effet, les Européens, ils ont du mal à s'adapter et au climat et à l'endroit où ils jouent aujourd'hui, au Brésil. Donc le climat, ça joue une partie importante. Okay. Et bien évidemment, moi je pense qu'aujourd'hui, les équipes sud-américaines sont supérieures à les équipes européennes. On a vu un meilleur niveau de jeu de l'Uruguay hier contre l'Italie. Je ne sais pas s'il était meilleur. L'Italie a joué vraiment serré. Ils ont joué le match nul. Et ça, quand on joue le match nul, on n'arrive pas à provoquer des choses, on n'arrive pas à faire des occasions, à mettre... Et bien évidemment, quand on joue défensif... Parce qu'en match nul, il se qualifiait pour exactement, les huitièmes, il se qualifiait. Et comme on sait, l'Italie joue toujours un match très serré, donc bien évidemment, c'était un problème. C'est vrai, le climat est important. Les 2 matchs perdus par l'Italie ont été joués à 13h, à une heure la plus chaude de la journée, et ils n'ont pas forcément été habitués à ça. Exact. Aussi. Donc je pense que ça joue une partie très importante. Bon, alors l'événement un peu qui a fait ce match, outre l'élimination de l'Italie, c'est évidemment Suarez qui se comporte encore une fois en bad boy et qui mord son adversaire. Je comprends pas, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur extraordinaire. Il va être. Il a mauvais caractère quand même. Il a un très mauvais caractère. En effet, il a fait ces genres de choses déjà auparavant en Angleterre, c'est pas la première fois. Mais un joueur comme ça qui a fait une année mais splendide, une année magnifique en Angleterre, et bien évidemment, il joue à la Coupe du Monde face au monde entier, et il revient en arrière. Alors, pourquoi il n'a pas besoin de ce genre de choses ? La grande question qu'on se pose ce matin, évidemment, c'est que ça a échappé à l'arbitre hier, mais ce matin, la procédure disciplinaire a été ouverte. Est-ce qu'il va être suspendu de mondial ? À mon avis, il va être suspendu jusqu'au bout du mondial, et même au-delà de ça. Parce qu'il risque une peine plus grave, parce que c'est une récidive. Exactement. Parce que c'était une récidive, et bien évidemment, à mon avis, il va être suspendu, et franchement... C'est une bonne chose ? Pour le football, c'est pas une bonne chose parce qu'on aime ces genres de joueurs. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur bien. Et Suarez, il va manquer à l'équipe d'Uruguay. Il va manquer. Mais on peut pas tolérer ces genres de choses. On n'est pas là à faire des choses comme il a fait. C'est pas. Ah ouais, il faut sanctionner. Tout à fait. Alors, redit sur Internet, on parle que de ça. Oui, alors dès le coup de sifflet final entre l'Uruguay et l'Italie, la risée du web, c'était bien évidemment Suarez. Alors, on l'a dit, il a mauvais caractère, tricheur, râleur, mais hier, il était surtout vampire. C'est sa morsure sur Chiellini qui a fait le buzz au point de se demander quel rôle il va tenir dans le prochain Twilight. On le voit ici sur le prochain tweet après son festin. Il se dit que finalement, c'était pas si mauvais que ça, cette petite épaule. On va rentrer dans le domaine du cinéma avec cette référence au silence des agneaux pour ses prochains matchs, pourquoi pas. Et puis cinéma toujours avec le remake des Dents de la Mer, rebaptisé Les Dents de Suarez par les internautes. Ça arrivait par centaines hier, dès le coup de sifflet final. Les détournements sont arrivés, effectivement. C'est le bad boy du jour pour les internautes. Et la FIFA qui est sur les dents, elle aussi, c'est le titre de l'équipe ce matin. On verra quelle décision va prendre la FIFA à son encontre. Alors, toujours dans le groupe D, hier, ça jouait aussi dans ce match où l'Angleterre a quitté, c'était prévu, le Brésil. Les 3 Lions ont fait match nul contre le Costa Rica. Là encore, c'est la victoire du continent sud-américain face à la vieille Europe ? Personne n'a misé sur Costa Rica. C'était le groupe de la mort. Uruguay, Italie, Angleterre. Costa Rica, on ne connaît pas. Surtout nous en Europe, personne n'a misé sur Costa Rica. Costa Rica finit premier du groupe. Angleterre, ils sont très heureux hier. Ils ont 1 point. Au moins ça, ils ne sortent pas du Coupe du Monde avec 0 point. Ils ont 1 point. Mais bon, hier, Costa Rica n'a pas vraiment bien joué son jeu. C'était pas le jeu qu'il a fait aux 2 premiers matchs. Mais ça a suffi pour finir premier du groupe. Et ça... Ces joueurs d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, on a vu le Mexique, on a vu le Chili, on a vu l'Uruguay, on a vu le Costa Rica, le Brésil, évidemment. C'est quoi ? C'est des joueurs plus physiques ? Je pense que c'est des joueurs plus physiques. Je pense que c'est des joueurs qui aiment le jeu
et qui joue au sens du samba du Brésil. Donc c'est la joie. Franchement, c'est la joie du jeu. Quand moi je regarde une Sud-américaine, je suis heureux. Pourquoi ? Parce que je vois la joie des joueurs, je vois cette équipe qui est groupée, qui joue pas sur les matchs nuls, qui joue pour attaquer, pour marquer des buts. Et le foot, le but, c'est de marquer des buts pour faire plaisir. C'est un spectacle. Il faut comprendre. Le foot, c'est un spectacle. Il faut pas faire des calculs, match nul. Oui, eux, ils ont perdu. Non, on joue pour gagner. On joue pour gagner, on joue pour marquer. Ça a été le cas aussi de la Colombie hier, exact. 4-1. C'est des scores incroyables. Hein. Énorme. Oui, Didier Deschamps, en conférence de presse cette nuit, disait qu'ils étaient finalement quasiment tous à domicile. Ils se sentaient tous à domicile. Chez eux, hein. Tous les Sud-Américains avaient l'attitude d'une équipe qui jouait à domicile. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Bah, parlons, oui. Je vais développer plus tard, mais pour moi, j'ai l'impression de revenir en 98, finale Brésil-France. Ouais. Moi, j'ai l'impression. Alors, peut-être l'exception européenne, mis à part les Pays-Bas. L'Allemagne. L'Allemagne, évidemment. Et la Grèce, la France aussi. Et la Grèce, hier, qui a surpris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les dieux étaient avec eux ? Voilà. On s'y attendait pas, hein ? Non, on s'y attendait pas du tout. Les dieux sont avec les Grecs, bien évidemment, pour hier. Mais je pense pas qu'ils vont aller plus loin que ça. Parce que c'est... Ils vont s'arrêter là. Hein. Ouais, je pense que l'équipe, le potentiel de l'équipe, il est pas si fort que ça. Et je pense qu'au prochain tour... Déception quand même pour la Côte d'Ivoire, hein, on y croyait. Ouais. Moi, j'étais vraiment sûr que ce serait la première équipe qui va atteindre les demi-finales. Mais une déception. Voilà. Voilà pour les matchs d'hier. On passe aux matchs qui nous attendent ce soir. Et on commence évidemment par les Bleus. La France joue ce soir. Ils affrontent l'Équateur. Là aussi, très physique. Vous êtes optimiste ? Moi, je suis très optimiste. Moi, j'aime bien le jeu de la France. C'est un jeu avec beaucoup de joie, avec un jeu d'équipe. Didier Deschamps a su intégrer et a su amener cette équipe de France et à jouer avec la joie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Deschamps, il est pour quelque chose, bien évidemment, je pense. C'est un mec avec beaucoup d'expérience, il avait déjà vécu, il a gagné la Coupe du Monde. J'ai l'impression que Didier a su amener ce groupe-là à faire des choses qui vont nous étonner. Pour moi, ils vont aller très loin. Rudy, sur le net, c'est aussi un peu le up and down des Bleus. Oui, ça n'a pas été tout le temps le cas, ça n'a pas tout le temps été cet état de grâce dont on parle depuis plusieurs jours. Alors évidemment, sur le net, les Bleus ont la cote et certains même, vous allez voir, conseillent à François Hollande d'adopter la coupe de cheveux d'Antoine Griezmann pour gagner quelques points en popularité. Mais en foot, tout va très vite. Ce qui est intéressant, c'est de remonter au tweet du 16 novembre dernier. C'était juste après la défaite des Bleus en match aller contre l'Ukraine. Ce jour-là, peu de monde pensait que les Bleus seraient au mondial et encore moins brilleraient. Et beaucoup faisaient la dégringolade le parallèle entre la dégringolade de François Hollande dans les sondages et ce qui venait d'arriver aux Bleus. Alors ça, c'était quelques tweets qui ont été compilés par le Huffington Post à l'époque. Regardez, Stéphane Tiki nous disait « Devinez d'où vient Koscielny, le pire joueur français du match de ce soir, de Tulle, comme François Hollande. » Mazuric demandait quel était le point commun entre François Hollande et Didier Deschamps. Ils vont devoir remanier leur équipe tous les deux. Ça date de novembre. Et puis ce tweet pour vous, Barbara, Depardieu, on se fout de lui, mais maintenant qu'il est belge, au moins lui ira à la Coupe du Monde. Donc vous voyez comme quoi en foot, tout va très vite. Alors autre match, on souhaite bonne chance en bleu évidemment. Bien évidemment. Qui se jouera ce soir toujours dans le groupe E. Ce sera le Honduras qui affrontera la Suisse. Ça va être le dernier match des Suisses ? Très difficile à dire. Ils ont un très bon entraîneur. Je pense que Omar Hitzfeld va faire quelque chose. Je pense que ça va être un match très serré, Barbara, mais... Bon, tout est possible. Tout est possible. Ouvert. Ils ont aussi de bons supporters. Regardez ce tweet très amusant. C'est un supporter, je ne sais pas si on va le voir, qui est dans les tribunes et qui a une pancarte. Bon, je ne sais pas si l'image va passer, mais en tout cas, il est dans. Il disait quoi ? Il a une tribune en disant « Ma mère pense que je suis à l'école ». Et en fait, il est dans les tribunes avec un drapeau suisse. C'était... voilà, regardez. Voilà, ma mère pense que je suis à l'école. Un très beau sourire et il supporte la Suisse. C'est une image plutôt sympa. Allez, on va s'arrêter là. Deux autres matchs. Ce soir, on les annonce. Nigeria, Argentine. Est-ce que Messi a de quoi trembler ? On verra ça, on en parlera demain. Et puis Bosnie-Herzégovine qui affrontera l'Iran. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée. Bon mondial à tous. À demain.